Bonjour et bienvenue sur Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Hello à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui je suis très fière et émue d'accueillir Caroline Lamot-Dupont à mon micro. Caroline se présente très bien dans l'épisode, donc je ne vais pas vous dire qui elle est précisément, mais plutôt pourquoi je l'ai invitée et pourquoi il faut écouter l'épisode jusqu'au bout. Caroline est une entrepreneuse à succès et elle a fait le choix de ne pas être manager, c'est-à-dire de ne pas être la chef de quelqu'un. Par contre, elle est d'un naturel empathique et très à l'écoute. Donc au fil des années, elle s'est construite un rôle à part dans le management d'Anaxago. Un rôle d'oreille, de confidente, de miroir pour les managers, de prise de recul aussi. Ce thème me tient particulièrement à cœur parce que j'ai souvent pu observer et accompagner des collaborateurs qui étaient frustrés de ne pas être manager ou à l'inverse qui se sentaient bloqués dans leur rôle et n'osaient pas en sortir. Si c'est votre cas, cet épisode est fait pour vous. Caroline nous explique comment et pourquoi elle a fait le choix de ne pas avoir un rôle de management hiérarchique, tout en étant impliquée dans le suivi des équipes. Ce que ça apporte au quotidien à l'entreprise, aux équipes, à ses associés et à elle-même. Car finalement, une leçon que je retiens de cet épisode, c'est que le rôle de manager vient chercher en nous quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus profond que le simple développement de compétences comportementales. Avec Caroline, nous avons parlé de courage, d'honnêteté, de théâtre, de psychanalyse, de sport, de maternité également. J'ai vécu cet épisode comme un moment doux, tranquille, exploratoire. Pour tout vous dire, nos routes se sont croisées pendant nos études avec Caroline et nous ne nous étions pas revus depuis plusieurs années. Alors cet épisode nous a aussi permis d'allier l'utile et l'agréable. Assez parlé. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Caroline Lamot-Dupont. Et n'oubliez pas, 2 raisons d'écouter l'épisode jusqu'au bout, les conseils de Caroline pour être bien dans ses baskets en fin d'épisode, et le débrief. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Caroline Lamot-Dupont. Bonjour Caroline, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie, merci de me recevoir. Caroline, tu es la cofondatrice et la présidente d'Anaxago. Donc Anaxago, c'est une plateforme d'investissement qui permet aux investisseurs privés de prendre part à l'économie réelle, notamment en finançant des entreprises innovantes et des projets immobiliers d'ampleur. C'est ça ? Tout à fait. On a créé la boîte en 2012 et aujourd'hui on est une vraie alternative à la banque privée notamment parce qu'on propose des opportunités d'investissement rémunératrices dans des secteurs qui sont normalement pas accessibles quand on est investisseur privé. C'est ouvert à tout le monde. On peut investir à partir de 1 000 €. On peut investir jusqu'à 1 million d'euros. On a des clients qui font les deux. Aujourd'hui, Anaxago, c'est à peu près 10 000 clients et presque 400 millions d'euros investis depuis notre lancement. Est-ce que je me trompe si je me dis que vous avez participé à la révolution un peu de la finance en France ? C'est un peu ça. C'est la fintech dont on entend beaucoup parler. On est en plein dans la semaine de la fintech en France d'ailleurs. La fintech, c'est le secteur de l'innovation qui lève le plus de fonds depuis 3 ans. C'est des montants qui sont extrêmement en croissance. C'est un secteur qui est hyper vaste parce que ça va du traitement de la paie dans une TPE, PME, en passant par la gestion des notes de frais, en passant par la néobanque comme Conto, jusqu'aux tous les services qui s'intéressent aux investisseurs privés ou aux privés tout simplement, comme Lydia, les services de paiement, ou Anaxago, les plateformes d'investissement alternatives. Donc c'est très très vaste. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant parce que ça fait tomber les monopoles bancaires, ça fait tomber plein de choses auxquelles on était habitués, avec un concept cœur qui est d'être simple, d'être transparent et d'être accessible à tous. Je sens en toi l'administratrice de la fintech française qui parle. Oui, c'est vrai. Oui, je suis aux portes de France Fintech depuis bientôt 5 ans. L'association qui est la plus grosse association européenne de fintech. Je crois qu'il y a plus de 200 membres rien qu'en France et des membres honoraires. En tout cas, la déléguée générale et le président de l'association font beaucoup pour fédérer les associations européennes. Et c'est un secteur qui est fascinant. Plus tous les petits sujets récents sur les gens qui sont anti-open banking, etc. Enfin, c'est passionnant. Mais il nous faudrait des heures.
Peut-être juste Anaxago, aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs ? Alors aujourd'hui, Anaxago, c'est, je pense, un peu plus de 40 collaborateurs. Je n'ai pas le chiffre en tête, pour être très honnête avec toi, parce que je reviens de congé maternité. Je croise plein de nouveaux visages dans les couloirs, donc j'apprends à connaître tout le monde. J'organise des déjeuners en disant « Ah, bonjour, je ne vous connais pas !» Voilà, je dirais que c'est, 45 personnes, un peu plus. Ok, une belle croissance depuis 2012. Oui, avec des paliers. Donc hyper intéressant, des paliers, aussi parfois des paliers, des moments de baisse, parce que clairement, peut-être qu'on en parlera au cours du podcast, on a fait une salve de recrutement en 2016 qui sont avérés tous mauvais. Ok. Entre 2016 et 2017, je crois qu'on a fait 11 arrivées, 11 départs dans l'équipe. Voilà, Balle on au était centre. 23. Donc, Caroline, quand je t'ai invitée sur Chef, tu m'as d'abord dit que tu étais pas la bonne personne à interviewer, parce qu'en fait, t'es pas manager. Exact, ouais. Et puis, mais je me suis dit quand même, t'es présidente, t'es cofondatrice, t'as un rôle de leader. C'est quoi ton rôle, en fait, quand même, dans Anaxago ? Puis, tu m'en as parlé. Et en fait, ça m'a vachement intéressée, presque plus intéressée que si t'avais été manager direct, au sens où t'as des équipes qui te sont raccrochées. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer aujourd'hui quel rôle, quel leader tu es au sein d'Anaxago ? Je sais pas si je suis un leader. C'est être je pense que c'est le concept très féminin du passager clandestin encore. J'ai pas tout réglé, hein. J'ai 32 ans, mais j'y travaille. Bon, déjà, moi, au sein d'Anaxago, j'ai un métier. Je suis encore très, très opérationnelle. Je fais de la communication et du marketing. Vraiment tout ce qui est lié à la marque. Je fais pas du marketing des ventes. On a un associé qui gère ça en direct. Mais donc, c'est mon métier au quotidien. C'est un gros enjeu parce que l'acquisition client d'Anaxago, elle se fait uniquement à travers le bouche à oreille, les relations presse, etc. Un petit peu maintenant l'acquisition marketing, mais très peu. Donc vraiment le fait de faire rayonner la marque et de positionner la marque comme exactement un acteur d'investissement, de confiance. Exactement, c'est essentiel. Et c'est avec ça qu'on a fait toute notre acquisition client depuis 10 ans. Donc il y a un vrai enjeu, on le voit hein, d'ailleurs moi quand je pars en congé maternité et que je m'arrête de faire un certain nombre de choses, le trafic sur le site baisse, les autres sources de trafic augmentent parce que mes équipes font hyper bien leur taf et ils ont hyper bien bossé sur le reste et on a continué à acquérir le même nombre de clients. Mais voilà, donc j'ai un métier très opérationnel. Okay. Mais effectivement je ne suis pas manager, ce qui est un choix et je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Mais au fur et à mesure, en fait, j'ai pris une place un peu progressive, moi, au sein d'Anaxago. En fait, je suis entrée dans la boîte au moment de sa création. Mes deux associés, Joachim et François, ont décidé de rassembler une équipe autour d'eux. Ils étaient 2. Ils ont rassemblé 4 personnes dans 4 compétences très différentes. Et on a monté la boîte à 6. Je suis la seule des 4 à être restée. Okay. Et en fait, ma montée managériale, en tout cas comme élément clé de l'équipe dirigeante, s'est fait vraiment progressivement au cours de 4 ans, je dirais. En fait, moi, je suis quelqu'un de très empathique, de plutôt bienveillant, avec un instinct maternel assez important. Et en fait, j'ai réalisé que les gens me parlaient beaucoup. Je l'avais déjà réalisé il y a longtemps, les gens me parlent en général, mais au sein de l'entreprise, j'étais en mesure de remonter des ressentis, des ambiances, dire voilà, attention, là, telle personne, on est sur un sujet, je sens qu'il y a un mal-être, ou tiens, je sens que là, c'est hyper positif, ça va très bien, peut-être rajouter un petit truc, dire un petit mot. Et j'ai échangé là-dessus avec mon associé Joachim, qui, full disclosure, est aussi mon mari. Forcément, on se parle beaucoup. Qui lui est le top manager en fait d'Anaxago et gère toutes les équipes. Il adore ça. Quelqu'un qui est vraiment dans l'humain, en plus qui est passionné de psychanalyse, de psychologie, qui lit plein de choses et qui se passionne pour les relations humaines. Et en fait, ces petits insights lui permettaient à lui aussi donc d'aiguiller son management, d'être prêt parfois quand il y avait un one-to-one avec la personne dont tu avais pu parler. Et donc au fur et à mesure, ce rôle s'est vraiment installé comme étant souvent... Alors, je te l'ai dit pendant qu'on se parlait, c'est Joachim qui dit ça, mais si vous regardez la série Billions, dans la série, il y a une psychologue ou une psychanalyste qui s'appelle Wendy Rhodes et qui est la coach performance du fonds d'investissement que le héros a créé. Alors je suis pas certaine d'être une coach performance parce que je suis pas dans le allez vas-y ça va bien se passer, mais je pense que je suis à l'écoute et donc je suis un peu la Wendy d'Anaxago. Ok.
C'est quoi? C'est un rôle de facilitatrice, d'écoute, d'oreille, de maman un peu? Je dirais pas ça. C'est pour être devenue maman depuis. Je sais que c'est autre chose et qu'il faut pas confondre les deux, parce qu'après on a tendance à prendre les choses trop à cœur et parfois on est plus déçu des gens que des actions des gens. Et en fait dans le professionnel c'est pas sain. Tu mets trop d'émotions. Voilà. Tu mets trop d'émotions au mauvais endroit. Non, c'est vraiment cette écoute, en fait. C'est vraiment être une oreille à l'écoute, qui a en plus un pouvoir de décision qui, par conséquent, permet de se dire, si j'en parle, je vais être entendue et il y aura peut-être quelque chose de fait. Et puis vraiment, c'est une capacité à écouter, à entendre, à poser les bonnes questions, à dire, attends, toi, je sens que parce que je te vois passer le matin et il y a des ressentis, quoi. Peut-être les gens ont plus de facilité à te parler justement parce que t'as pas ce rôle hiérarchique. Même si t'es au bord de Danaxago, même si t'es la femme de Joachim, j'imagine tout le monde le sait aussi. Mais le fait que tu sois pas leur chef direct, ça crée aussi les conditions qui permettent peut-être plus facilement de se livrer. Il y a moins d'enjeux. Je pense, tout à fait. Je pense qu'il y a ce côté, je suis plus abordable. Et effectivement, le sujet c'est marrant parce que le sujet d'être la femme de mon associé, en fait, maintenant c'est évident et on le dit. Mais en fait, pendant des années, on l'a pas dit. Et il y a des gens qui découvraient ça 3-4 mois après leur arrivée chez Anaxago, en disant mais en fait, j'avais pas du tout compris. J'ai fait des gaffes. Et je pense que c'est plus parce que c'est marrant parce que les gens ont l'impression souvent qu'ils peuvent plus me parler à moi qu'à Joachim. Et alors moi, je connais Joachim et je sais que c'est quelqu'un à qui on peut beaucoup beaucoup parler. Et donc je réalise jamais en fait que les gens peuvent avoir une autre image que j'ai de lui. Donc je suis toujours hyper surprise quand on vient me parler et je dis mais t'en as parlé à Joachim? non, c'est un peu plus compliqué. Bon, d'accord. Donc oui, certainement, il y a moins d'enjeux. On peut dire j'échange et puis ça va pas jouer sur mon management direct. Alors justement, tu disais que ce rôle-là est finalement est issu de tes, je sais pas si c'est des compétences, tes soft skills. Tes soft skills, voilà. Ta personnalité aussi assez naturelle. Pourquoi ne pas avoir choisi d'avoir d'équipe directe et d'avoir un lien hiérarchique avec les collaborateurs d'Anaxago, comme Joachim ou comme d'autres personnes, j'imagine, dans l'entreprise? Par confort. C'est vraiment un choix de confort. Je fais un métier qui suppose que je produise beaucoup. 50% de mon temps, c'est de l'écriture. Et les 50 autres %, c'est de la représentation. Donc, c'est des rendez-vous, c'est des déjeuners, c'est des conférences, c'est des événements. Donc, j'ai très peu de temps à consacrer au management. Et je suis pas quelqu'un de très rigoureux, en fait. Je suis très rigoureuse pour plein de choses dans ma vie, mais pour les relations humaines, j'ai beaucoup de mal à dire, on va faire un point hebdomadaire, on va se voir à tel endroit, on va faire... Et en fait, cette structure... je pense dont les équipes ont besoin pour se développer. Moi, je crois beaucoup à la relation managériale qu'on a chez Anaxago, qui est quand même très cadrée, parce qu'on est des entreprises où il y a peu de process, il y a peu de cadres. Donc, c'est ultra nécessaire. Et moi, je me sentais pas capable de faire ça. Quand tu dis que vous êtes une entreprise très cadrée, avec des process très cadrés, ça veut dire quoi? Alors, on n'est pas une entreprise très cadrée. Ouais. En revanche, la relation managériale est très cadrée. Ça veut dire quoi? Tous les collaborateurs ont 1 heure par semaine de points avec leur manager, qu'il y a un point annuel qui est standardisé pour tout le monde, qu'il y a du temps à la fois en one-to-one par équipe, puis entre les équipes, que on consacre beaucoup de temps à l'écoute des gens, ce qu'on n'a pas forcément fait au départ. Comme beaucoup d'entrepreneurs, on a fait des erreurs au début, et maintenant ça, on n'y coupe pas, en fait. Ok, vous avez... oui, c'est ça, vous avez... cadrer la relation pour être sûr d'avoir d'avoir le bon niveau d'échange avec vos collaborateurs. Et pas se rater, pas se louper sur certains sujets. Assurer qu'il y a un échange permanent. Ça veut dire que les managers d'Anaxago, donc par exemple Joachim dont on parlait, lui il a ses points toutes les semaines, très régulièrement avec ses équipes, et il n'y coupe pas et ça fait partie de son job. Et toi finalement tu dis que t'avais pas le temps et pas la charge mentale, peut-être, pour inclure ça en plus dans ton agenda. C'est un peu ça. C'est un luxe que je m'offre.
C'est un vrai luxe parce que aujourd'hui, que ce soit Joachim, Thibaut qui pilote l'équipe technique, Pierre qui pilote le pôle investissement immobilier, Alexandre qui gère le venture capital, Michael qui gère les relations investisseurs. En fait, tous ces gens-là, ils passent un temps de dingue avec leurs équipes. Et ça se voit, on a que des gens ultra efficaces, bien dans leur job, bien dans leur basket, quoi. Ouais, c'est sûr, être manager, c'est ce que j'essaye de dire souvent sur Chef, et c'est ce que disent aussi beaucoup de mes invités, c'est être manager, c'est un vrai métier, en fait. C'est exactement ça. Une vraie occupation. Et c'est pas la cerise sur le gâteau ou le glaçage que tu fais quand t'as le temps, quoi. Ouais. Ok. Je trouve que c'est courageux et assez honnête d'avoir décidé de ne pas avoir d'équipe, au sens où dans beaucoup d'entreprises, en fait, pour progresser, t'es obligé, et pour avoir un rôle important dans une structure, t'es bien souvent obligé d'être manager, d'avoir une équipe. D'ailleurs, parfois, quand tu l'es pas, tu peux être un peu mis de côté ou moins considéré, etc. Donc, je trouve que, en tout cas, ton choix à être lucide et courageux, comment il est vécu en interne? Donc, tu nous as expliqué que c'était une écoute pour les collaborateurs et puis aussi pour les managers, j'imagine, et puis un miroir de réflexion pour les managers. Est-ce que c'est un rôle qui est officiel, officieux? Comment il s'est construit? Comment il est vécu? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus ou... Je pourrais pas te dire, il faudrait qu'on demande aux équipes. C'est un rôle qui est complètement officieux, mais qui est connu de tous. Ça va de mes associés aux administrateurs à toutes les équipes. Voilà, on sait que je suis à l'écoute, que je suis une oreille, que s'il y a un souci, on peut venir me parler, que si ça va bien, on peut aussi venir me parler. J'espère que ça va rester avec une équipe qui grandit et que j'ai pas trop eu le temps de voir grandir ces 6 derniers mois. Pour le coup, je vais m'employer à ce que cette relation, enfin ce rôle un peu officieux soit connu et communiqué auprès de nos nouveaux collaborateurs pour qu'ils le sachent. Effectivement, je pense que y a eu une phase où j'ai eu du mal à dire bah non, je ne suis pas manager, parce que c'est vrai que c'est un statut social assez important. Finalement, pour moi, c'est facile d'y renoncer. Je suis cofondatrice d'Anaxago, mon statut il est acquis et mes problèmes d'ego se sont réglés il y a quand même quelques années maintenant. Et donc j'ai un certain confort à me dire bon, en fait je suis hyper à l'aise et je pense que c'est ressenti par les équipes. Mais il faudrait leur poser la question. On ne sait jamais, on ne peut qu'imaginer. Quand on a préparé un peu l'interview, tu m'as donné quelques exemples de à quoi ça sert en fait ce rôle d'écoute. Est-ce que tu peux illustrer un peu au quotidien comment ça se passe, à quoi ça sert d'écouter sans être manager? À quoi ça sert d'écouter sans être manager? Ça sert à dire écoutez, je sens que un tel est en train de préparer son départ. Comment tu le sens? Je le sens, c'est très différent, ça dépend des gens. Non, quand je dis qu'on prépare son départ, ça se sent tout de suite. C'est des gens qui staffent leurs équipes, qui organisent, qui d'un coup mettent des process. Là, on parle de quelqu'un qui va partir et qui a fait ça avec énormément d'élégance. Et en fait, moi, ça fait 3 mois que je dis, je pense que voilà, il y a des préparatifs de ce côté-là. Et puis mes associés me disent, mais non, mais pas du tout. Bon, bref, le jour même, on avait la confirmation. Ça peut être d'un coup plus du tout d'échange, plus de contact visuel dans les échanges. C'est des petits signaux en fait, et c'est des signaux pour dire tiens, bah j'ai entendu que, ou j'ai l'impression que un tel va pas bien. Moi, je suis aussi beaucoup les performances. Ça, les gens ne savent pas forcément, mais je regarde beaucoup. Et quand je vois des baisses de perf chez certains collaborateurs, bah pareil. Ça, c'est ce que tous les managers vont suivre, mais moi, je le suis sur des périodes un peu longues et je dis attends, là, il y a un sujet. Et donc c'est plutôt ça, c'est un rôle d'alerte, dire je sens qu'il y a quelque chose. Et donc soit je préviens le manager, je dis bon, je pense qu'il faut en parler. C'est pas forcément sur des départs ou d'ailleurs ça peut être juste personnellement, il y a un truc qui se passe pas très bien. Il va falloir être présent maintenant. Il va falloir être présent pour les 6 prochains mois. Voilà, nous on a eu le cas de gens qui divorçaient. On l'acte et tout le monde est au courant pour dire voilà, il va falloir être présent pour les 6 prochains mois et aider. Soit c'est moi, je ressens ces petits signaux-là et puis je prends le temps. Je vais discuter, je pose la question, je veux savoir. Je suis pas là pour forcer les gens à parler. S'ils ont envie de parler, ils parlent. Mais c'est rare que les gens aient pas envie de te parler. Finalement, le temps que tu n'as pas dans les points hebdo, mensuels, annuels, etc., finalement, te donne du recul
aussi, j'imagine, sur les équipes et te permet d'avoir avec moins de stress et moins d'obligations, mais du coup plus de détente et peut-être de finesse aussi dans l'analyse, un peu comme un rôle de, pas de tour de contrôle, tu vois, mais voilà, vraiment de prise de recul qui te permet justement de voir peut-être plus facilement quand il y a des choses qui vont moins bien ou qui dérapent ou je sais pas, des personnes qui vont moins bien. Alors que parfois quand t'es manager opérationnel, t'as un peu la tête dans le guidon et tu parles à la fois de ton bien-être, à la fois de ta carrière, à la fois des opérations, etc. Donc ça fait beaucoup de sujets alors que toi t'es finalement beaucoup sur le bien-être, de ce que je comprends. Je suis beaucoup sur sur le bien-être et sur voilà, l'état d'esprit. C'est vrai ce que tu dis sur le fait que les managers ont la tête dans le guidon. Moi, nombre de managers qui te disent le jour où leur N-1 annonce son départ ou sa volonté d'arrêter, ils disent mais attends, je comprends pas, on se parle toutes les semaines, 1 heure par semaine. Et en fait, c'est vrai que ce point hebdomadaire, c'est pas le point où tu dis à ton manager que tu as envie de partir. C'est pas le point où tu dis que ça va pas dans ta vie. C'est pas le point où tu dis que t'es au bout du bout, t'as raté tel dossier, que t'en peux plus, tu sais plus quoi faire. Tu vas gérer le quotidien, tu vas gérer le day-to-day, effectivement, dire ouais, tel truc, je vais le signer, ça va pas, ça il faut qu'on fasse comme ça. Mais l'éventuel mal-être, l'éventuel besoin de changement, tu le communiques pas à ce moment-là, je pense. Tu le communiques quand ? Quand tu baisses ta garde, quand t'en peux plus, quand t'es à la machine à café, quand t'es tout seul devant ton ordi, quand t'arrives le matin et que t'as pas encore eu le temps de mettre ton good face on, quand tu viens à une soirée d'entreprise. On n'en fait pas énormément des soirées d'entreprise. Si mes équipes écoutent ça, ils vont me dire mais tu plaisantes, on fait des apéros tous les vendredis. C'est vrai que eux font beaucoup de trucs entre eux, se voient beaucoup en dehors, mais on n'a pas les apéros start-up qui sont mandatory pour tout le monde. Donc c'est ça, moi effectivement c'est plus dans le soft skills en fait, le ressenti. Très féminin tout ça. Comment c'est vécu par tes associés ou les managers ce rôle-là? Par mes associés, c'est très variable. Il y a le côté, parfois quand je leur remonte des sujets, ils me disent non, mais on peut jamais savoir, tu sais. Donc voilà. Et puis il y a des moments où non, c'est un peu utilisé comme une force. Dire est-ce que tu as entendu un truc, est-ce que tu sais quelque chose, je vais avoir un point avec une telle, est-ce que tu sais de quoi est-ce qu'il faut qu'on parle, quelles sont les attentes, etc. Un peu un rôle de RH en fait. Mais tout à fait. Mais jamais je ne serai RH, Sophie. C'est pas possible. Viens. Je pourrais pas. Je suis pas du tout assez rigoureuse. Quand je te disais que c'était aussi courageux d'avoir endossé ce rôle d'écoute sans être un rôle de manager officiel, tu me disais oui, mais d'un côté c'était plus facile pour moi parce que j'ai la casquette cofondatrice où t'es au bord d'Anaxago. Justement, je trouve que dans un sens à la fois c'est chouette de t'exprimer sur ce sujet parce que ça peut montrer la voie et inspirer d'autres personnes, et à la fois quand t'as justement cette pression peut-être aussi de statut de cofondateur, le fait de dire bah non, moi j'ai décidé de faire différemment à ma sauce en fonction du temps que j'ai, de mes priorités, c'est encore peut-être plus courageux. En tout cas, je trouve que tout est positif. Les auditeurs et les auditrices de Chef sont pour la majorité des managers qui n'ont parfois pas cette casquette de cofondateur et de leader d'entreprise, mais parfois, pour beaucoup, auraient envie de quitter ce rôle de manager au moins pour un temps, histoire de peut-être de s'investir dans d'autres projets, de prendre plus de temps pour leur vrai métier, ou leur autre métier, comme tu dis. Est-ce que tu aurais des conseils, des bonnes pratiques ou peut-être des phrases d'encouragement à leur donner pour ceux et celles qui aimeraient adopter un peu plus la posture que tu as aujourd'hui chez Anaxago, c'est-à-dire quand même un rôle de proximité, mais sans être un rôle de manager hiérarchique? Vaste question, hein. Encore une fois, c'est un grand luxe, moi, que j'ai de faire ce choix-là, parce que la réalité, c'est qu'il y a une équipe marketing et communication, mais qui est pilotée par d'autres. Je continue à avoir des droits de regard sur la plupart des sujets, des rôles de formation, et je reste le référent pour la plupart des sujets. Je pense que pour les managers qui ont envie de prendre du recul, le gros enjeu, en fait, c'est de former une partie de leurs équipes à avoir, en fait, créé un management intermédiaire. Et ça demande
Ça demande beaucoup de rigueur, c'est la mise en place de process. C'est aussi nous, en tant que manager, réussir à mettre un peu l'ego de côté. Alors moi, pour ça, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la psychanalyse. Hein. C'est un peu lourd, on en parle rarement ouvertement. Hein. Moi, j'ai grandi dans une famille où quand tu fais une psychanalyse, t'es un peu un faible, alors qu'en fait pas du tout. Moi, je trouve que ça t'aide à grandir, surtout quand t'es dans des jobs comme les nôtres, où en fait t'as pas de mentor. La réalité, c'est que moi, j'ai créé Anaxago, j'avais 22 ans, j'ai jamais eu de CDI. Voilà, j'ai été en apprentissage pendant 1 an et demi, un peu moins. Et la réalité, c'est ça, c'est que j'ai pas de boss. J'ai des associés qui m'aident à grandir et à évoluer, mais me remettre en question, apprendre sur moi, prendre sur moi, me libérer de tout ce qui peut faire mes complexes de jeune femme qui démarre dans la vie professionnelle. En fait, j'y serais jamais arrivée toute seule. Et ça, en tant que manager, je pense que c'est vraiment un sujet d'ego, effectivement. C'est renoncer à ce statut social, dire je me concentre sur mon travail. Et en fait, j'ai structuré mon équipe de telle manière que je peux le faire, quoi. Donc ouais, je pense que je dirais que pour être bien dans ses baskets et se développer, il y a vraiment ce sujet-là. De se connaître, de s'affirmer, de s'assumer. C'est ça. D'assumer ses choix, même si c'est pas des choix reconnus socialement ou autre. C'est savoir ce qui est bon pour soi. Ouais. Et étonnamment, ils disent ça dans les self-help books, mais une fois que t'es bien au bon endroit, plus de problème, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est impressionnant. Tu parles de psychanalyse, t'as suivi toi une psychanalyse ? Ouais. Tu peux nous en dire quelques mots sur ce que c'est, peut-être ou... Une psychanalyse, c'est une thérapie. On voit un psy 1 fois par semaine. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur un thérapeute qui parlait beaucoup, donc il y avait de l'échange. Et on y va pour... les gens pensent qu'on y va pour parler de ses parents. Moi, je parle déjà beaucoup de mes parents. Les pauvres, s'ils m'entendent. Moi, j'y allais plutôt pour m'épanouir professionnellement, parce que j'avais atteint un espèce de plafond où je m'entendais plus avec l'associé qui est aujourd'hui mon mari dans le boulot. C'était devenu un peu dur. J'arrivais pas à trouver ma place. J'étais un peu comme ça, tu sais, je voulais être manager mais sans être manager, je voulais être mise en avant mais sans être mise en avant, je voulais être reconnue mais sans être reconnue. Enfin bref, un enfer. Et puis je m'épanouissais pas dans mon travail et je me suis dit si je veux grandir, si je veux que ça se passe bien, il faut que j'aille voir quelqu'un. Et en fait, j'ai commencé une psychanalyse et ça m'a fait un bien fou. Pourquoi avoir choisi un psychanalyste et pas un coach, je sais pas, d'autres professions J'y crois pas du tout, moi, au truc des coachs. Ok. Je trouve que c'est trop court. Je trouve que souvent, tu vois, moi, mes copines, mes copains font vachement des bilans de compétences, des trucs de coaching, etc. Moi, je trouve que le bilan de compétences, ça m'apprend des trucs que je sais déjà, en fait, sur qui je suis. J'ai rien trouvé de mieux que l'outil boussole créé par mes potes de chez Wake Up pour comprendre quels étaient tes talents et tes faiblesses et comment t'en servir. Donc le concept de coaching m'intéresse pas. Je voulais vraiment quelqu'un, un professionnel de l'âme, en fait, un professionnel du conscient, de l'inconscient. J'ai un peu lu moi sur Jung et je trouve ça passionnant. Et je voulais quelqu'un qui ait cette approche vraiment thérapeutique, en fait. Ok. Merci. Pour terminer notre échange, comme tu le dis, t'es une communicante, ouais. T'es aussi une grande lectrice, une grande curieuse de ton environnement. Est-ce que tu peux peut-être nous partager 2-3 coups de cœur, lectures ou bons plans que t'affectionnes particulièrement ? Alors, en coup de cœur sport, parce que je suis vraiment dans ces sujets-là en ce moment et je l'avais déjà partagé dans les newsletters, mais à chaque fois qu'on me donne l'occasion d'en parler, j'en reparle. Je ne pensais pas un jour devenir une de ces nanas qui te dit « j'adore courir, je ne peux plus m'en passer ». Mais j'ai découvert une application qui m'a permis de faire de la course à pied en progressif, du fractionné en fait, et ça s'appelle 5K Runner, donc 5K Runner. Puis ensuite, tu as le 10K Runner. Et donc avec cette app, moi en un peu moins d'1 an, je me suis mise à courir 10 km tous les samedis et ça m'a juste changé la vie. Ok.
C'est 1 heure, 1h30 de course à pied pour s'aérer l'esprit le samedi matin. C'est devenu un truc à la fois addictif et salvateur pour ma semaine. Que j'ai vraiment hâte de m'y remettre. Là, je viens d'avoir le feu vert. C'est parti, samedi, je m'y remets. Donc, il y a ça, franchement, cette app à télécharger pour tous ceux qui veulent se mettre au sport mais qui n'y arrivent pas. C'est pas compliqué. Courir, c'est le sport le plus facile qui soit. Il faut des baskets et un extérieur et ça devrait passer. Ça coûte pas cher en plus. Voilà. Ensuite, pour être bien dans ses baskets au quotidien et s'aérer l'esprit tous les jours au travail, il y a la cohérence cardiaque. Je vais devenir un vrai gourou du bien-être. Ouais, j'allais dire extraordinaire. Influenceuse. La cohérence cardiaque, c'est un petit exercice de respiration. En fait, moi, qu'on m'a donné quand j'étais enceinte, en me disant faites ça 3 fois par jour. C'est comme ça, le jour où vous allez avoir des contractions, ça va vous aider. Alors déjà, 1, ça aide pour les contractions, c'est vrai. Et 2, en fait, ça a des bienfaits absolument extraordinaires. Vous avez plein d'applications pour faire de la cohérence cardiaque. Ça se fait 2 à 3 fois par jour. Vous pouvez le faire assis à votre bureau. Et juste, ça change la vie. Ça change la vie, on n'a plus du tout le même rapport aux gens, le même rapport au stress. Moi, je sais même pas comment je fais pour gérer mes journées aujourd'hui, mais avec ce truc-là, je prends toujours mes 3 minutes pour faire ma respiration et ça fait un bien de dingue. Ensuite, vraiment pour faire des trucs sympas, pareil, j'en ai parlé dans la newsletter, mais il y a la dernière saison de Sex Education qui est sortie sur Netflix. Ok. Et ça, je sais pas si tu regardes, mais c'est drôle. Ils ont un accent british délicieux et en même temps ils sont trash comme seuls les British savent l'être. J'adore. Et samedi, j'ai vu une super pièce de théâtre. T'es pas allée au théâtre depuis mars 2020, je pense, même avant. J'ai vu toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures. Ah, j'ai adoré. Génial, hein? Trop bien, vraiment. Et il faudrait que j'y retourne parce qu'en fait, c'est un vrai cours d'histoire de l'art. Ah, c'est exceptionnel. Alors, il y avait des spécialistes derrière moi. Parfois, il y avait un tableau qui s'affichait, ils étaient là. Pomona. Je ne sais même pas qu'il y a un artiste qui s'appelle Pomona. Et ils étaient un peu là. Oui, c'est quand même un petit peu généraliste. Voilà. Mais pour moi, qui n'y connais rien, c'était génial. Trop chouette. Et ben, je mettrai tout ça dans les commentaires de l'épisode. Merci beaucoup. Peut-être vraiment pour conclure, quelle est ta suite? Pour toi, quels sont les défis qui t'attendent? Moi j'ai un sacré défi là. Ça va faire un peu bateau. Bon, moi j'ai eu des jumeaux en avril 2021. Ouais. On est donc en octobre. Ils ont eu 6 mois samedi. Et donc il va falloir apprendre à concilier vie pro et vie perso. Moi, toute ma vie, j'ai été persuadée que je serais une businesswoman, que mes enfants seraient gardés jusqu'à leurs 18 ans par des nannies et que je les verrais éventuellement le samedi après-midi si j'avais envie. Voilà. Maintenant, il s'avère qu'à 17h30, je regarde ma montre parce qu'à 18h, c'est l'heure du bain et que j'ai vraiment envie d'être chez moi pour leur donner leur bain parce qu'ils sont quand même beaucoup trop choux, même s'ils me crient dans les oreilles. Et en fait, là, que ce soit moi, mon mari, en fait, nous, en tant que couple, on est face à un énorme défi, c'est qu'on travaille beaucoup. Qu'on a 2 enfants. Je pense que la question se serait moins posée si on en avait eu un seul, parce que à 1, t'arrives un peu à gérer, à 2, il faut que tu sois là tous les 2. Et en fait, la variable d'ajustement, soit c'est ton travail, soit c'est ta famille. Moi, je sais que ça va être mon travail. Donc il va falloir que je m'organise pour continuer à autant m'épanouir dans mon job, parce que j'adore mon job, à continuer à le faire bien, tout en m'occupant de mes enfants et en m'en occupant bien. Je m'ai encore craqué le truc. Ça va un peu mieux depuis quelques semaines, mais c'est mon gros défi. On te souhaite déjà beaucoup d'épanouissement et puis voilà, plein de bonnes choses et plein de réussites dans ce défi que je sais pas si c'est réconfortant, mais que tu n'es pas la seule à mener. Ah oui, mais tu sais que c'est ça qui me rassure. Et j'ai réalisé un truc incroyable, c'est que moi je pensais que je comprenais ce que c'était d'être maman. Parce que voilà, la moyenne d'âge au bureau c'est 30 ans, il y a plein de nanas qui ont eu des enfants, des filles, des femmes dont je suis proche, et j'étais persuadée que je comprenais ce qu'elles vivaient. Mais en fait pas du tout. Et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Donc ça va être de nouveaux défis aussi pour Anaxago, de mieux accompagner la parentalité. Clairement, il y a un gros enjeu de ce côté-là. Tu vois, sur le côté, on en parlait au téléphone, dire que moi je vais insister pour qu'il y ait pour qu'il y ait un 4e mois après la naissance, parce que c'est le moment où ça commence à être sympa. Donc c'est terrible si tu reviens au travail au moment où ça commence à être cool avec ton bébé. La possibilité, moi je trouve, de venir avec ses enfants au bureau. Bon là, on l'a clairement. Tu vois, t'es arrivé juste après le départ de mes enfants ce matin. Donc ça le fait, les sujets de garde, les sujets de rendez-vous, il y a vraiment un truc.
je pense qu'on réalise pas et je me dis c'est pas possible de demander à des hommes, c'est hyper sexiste ce que je vais dire, mais c'est pas possible de demander à des hommes de faire des règles qui concernent les mamans parce qu'en fait tu ne peux pas savoir. Merci pour ça. Je t'en prie. Si on veut suivre les actualités, investir chez Anaxago, comment on fait ? Alors, si vous voulez suivre les actualités d'Anaxago, le mieux, c'est clairement LinkedIn, parce qu'on poste vraiment toutes nos actus là-dessus. Et sur la partie investissement, en fait, il faut s'inscrire sur la plateforme. Donc, www.anaxago.com, on s'inscrit. Et puis, généralement, ça vous permet de recevoir un newsletter hebdomadaire qui sort tous les dimanches matins à 8h15, si mes enfants ne m'ont pas tué ma nuit. Mais jusqu'ici, on n'avait qu'un seul loupé, donc ça devrait le faire. Et là-dedans, vous avez toutes nos actus hebdomadaires. Et on est prévenu de toutes les sorties de projets, Exactement. Les nouveautés. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Sophie. Comment avez-vous trouvé cet épisode ? Est-ce que mon échange avec Caroline a résonné en vous ? Dites-le moi sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn ou Instagram, ou laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. Donc pour commencer ce débrief, j'ai envie de revenir sur ma compréhension du rôle de manager en entreprise, illustré par Anaxago. Caroline a une posture d'écoute et d'observation. Joachim, dont elle parle, ou les autres managers, vont eux avoir une multitude de casquettes, comme la revue des performances, l'évaluation, la projection, le suivi de carrière. Et finalement, le rôle d'écoute est dilué. Et ce que je retiens de mon échange avec Caroline, c'est à la fois que le rôle d'écoute est clé, mais qu'il peut aussi être fait par d'autres personnes dans l'entreprise. Donc en tant que manager, vous pouvez vous appuyer sur votre écosystème pour accompagner le collaborateur, le conseiller, l'écouter, notamment si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas la même sensibilité sur certains sujets. Ne prenez pas 100% de la responsabilité du suivi de vos équipes, au contraire, allez chercher des appuis auprès d'autres personnes dans l'entreprise. Ça sera à la fois beaucoup plus riche pour votre relation, pour vous et pour le collaborateur. À l'inverse, si vous n'êtes pas manager ou si vous n'avez plus envie de l'être, il est possible d'être utile et proche des équipes sans la casquette de chef. Je l'ai vécu à plusieurs reprises et c'est finalement plutôt très confortable et très agréable. Ensuite, je retiens également l'importance de se connaître et d'être aligné avec qui on est et de chercher le plus possible à se créer un cadre de travail adapté à ses besoins à soi et ne pas forcément se conformer à ce que l'entreprise nous impose. Pour apprendre à se connaître, Caroline a opté pour la psychanalyse. À titre personnel, j'avais eu l'opportunité à un moment de suivre un coaching de 10 séances qui m'avait beaucoup aidé également. Peu importe la manière, mais je suis convaincue que c'est à la fois un travail de longue haleine et surtout que chacun doit trouver la bonne manière de faire et avec la bonne personne. Donc aucune recette miracle, mais pour commencer à vous connaître vous-même, commencez par trouver la recette qui vous convient le mieux. C'est le début du travail. J'ai l'habitude de faire des débriefs en 3 points, et une fois n'est pas coutume, je vais m'arrêter à ces 2 points, car je trouve que ce sont 2 éléments déjà bien denses et importants. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de le diffuser autour de vous et de le noter sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!